Bon, écoutez, je pense qu'ils doivent être là et donc je vais commencer par, François Héran. François, vous êtes là? Pour Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous, pour cette journée mondiale des réfugiés et en fait, on a souhaité commencer par vous parce que finalement, la première question que l'on se pose, c'est comment se sont construites les frontières de la France? Comment est-ce que cette notion a évolué et qu'est-ce que finalement la crise actuelle nous apprend? Mais déjà, comment elles se sont construites? eh bien, il y a, un mythe, sur les frontières que l'histoire, quand on l'examine attentivement, sape, sérieusement. Le mythe, c'est qu'il y aurait au fond, il serait naturel d'avoir des frontières. Elles sont essentielles à notre identité et elles constituent une sorte de limite naturelle entre le dedans et le dehors. C'est la thèse qui est soutenue par, Michel Fouché, le géographe, qui est réputé, avoir faire référence sur la question des frontières. Et au fond, il y a une sorte d'anthropologie, une constante anthropologique qui consisterait à dire, voilà, pour notre identité, pour notre bien-être, notre protection, notre survie, nous aurions besoin d'une limite euh, entre le dedans et le dehors. Fouché ne croit pas qu'il y ait des frontières naturelles. Il sait que toutes les frontières, y compris les fleuves, les montagnes, sont des frontières artificielles. Ça, il le sait très bien et qui sont là essentiellement parce qu'elles allègent, parfois renchérissent le coût du contrôle aux marches des nations. Mais il pense, et beaucoup de gens pensent, qu'il est naturel qu'il y ait des frontières. Eh bien, ça, je ne le crois pas. Je ne pense pas que ce soit si naturel que ça, parce que quand on regarde l'histoire de la France, on s'aperçoit qu'en réalité, comme le disait Eugen Weber, le grand historien américain qui avait une connaissance extraordinaire de l'histoire de la France, l'auteur de ce très grand livre qui s'appelle La France des terroirs, From Peasants to into French, enfin, Peasants into Frenchmen, paysans d'hier, français d'aujourd'hui, on pourrait traduire ça comme ça, un livre qui date de 1976, qui est déjà ancien. Et Weber, refaisant toute l'histoire de l'extension du territoire français, faisait observer la chose suivante, et je vais essayer de le citer. Euh, il explique qu'en fait, la France est une sorte de... que le fameux hexagone n'est finalement pas autre chose qu'un empire colonial qui s'est formé au cours des siècles, un ensemble de territoires conquis, annexés et intégrés dans une unique structure administrative et politique, nombre de ces territoires possédant des personnalités régionales très fortement développées et certaines des traditions spécifiquement non ou anti-françaises. Et alors, il suffit de citer tous ces territoires qui se sont agrégés et qui ont été euh, annexés au cours des siècles pour voir à quel point le mythe d'une France millénaire qui aurait en quelque sorte des frontières naturelles et consubstantielles à notre identité, à quel point ce mythe est trompeur. Au XIIIe siècle, nous avons pris le Languedoc et les régions du centre. Au XVe, l'Aquitaine et la Provence. Au XVIe siècle, la Bretagne. Au XVIIe siècle, la Navarre, le Béarn, le Pays basque, le Roussillon, la Cerdagne, une partie de l'Alsace et des Flandres françaises, la Franche-Comté. Au XVIIIe siècle, le duché de Lorraine, la Corse, l'État pontifical du comtat vénessin. Au XIXe siècle, la Savoie et Nice. Je ne parle pas des avatars de l'Alsace et encore, évidemment, et de la définition extrêmement mobile et de l'outre-mer, de la définition des territoires d'outre-mer, des colonies, etc. Et je rappelle que le mot hexagone a été d'abord utilisé au sens de la France réduite à l'hexagone, c'est-à-dire sans son empire. Donc, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde en détail toute l'histoire de ces annexions, qui rétrospectivement ont été appelées réunions, rattachements, la métaphore sexuelle a été souvent utilisée, ces provinces qui se sont données à la France, il fallait montrer que ça n'était pas un viol, mais qu'il y avait un consentement, etc. Quand on regarde toutes ces histoires, y compris l'histoire récente de l'Alsace, eh bien, euh, la question identitaire ne joue absolument pas dans les frontières. Euh, il n'y a pas de. Je prends l'exemple de la Savoie. Il y a un référendum qui a proclamé l'annexion de la Savoie à la France. Il y a toujours un monument de l'annexion à Chambéry ou à Annecy. Il y a une rue de l'annexion. On a appelé ça 100 ans après le rattachement. Mais
faut rappeler qu'il y a eu un référendum, 99% de oui, pour la raison toute bête qu'il n'y avait pas de bulletin non. Donc, toute cette histoire, alors nous l'oublions, et quand on regarde la façon dont les historiens l'ont traité, ce qui est très intéressant, c'est de voir que chaque fois qu'on a fait les conquêtes, chaque fois que des guerres se sont terminées, je pense par exemple évidemment à la guerre de 30 ans qui s'est terminée par la paix de Münster, les traités de Westphalie en 1748, une des premières choses, des premiers articles de tous ces traités qui essaient de fixer les frontières, c'est l'amnistie. C'est de dire il faut oublier tous les événements atroces, tous les crimes de guerre qui ont été commis de part et d'autre, toute la violence qui a été nécessaire pour annexer ces territoires. Et il faut l'oublier. Et la fameuse conférence de Renan, la conférence de 1882, qui sert aujourd'hui, qui est une espèce de catéchisme républicain, qui sert aujourd'hui de référence absolue, n'est-ce pas? La conférence de Renan qui prétend que les peuples, finalement, se définissent d'abord par leur propre volonté, leur libre adhésion, n'est-ce pas, leur consentement à une autorité supérieure. Mais quand on regarde l'histoire de la France, ça s'est jamais passé comme ça. Et quand on regarde tous les grands historiens du début du 19e siècle, je ne parle pas de Michelet, qui est l'inventeur de toute l'idéologie de la frontière, mais les Guizot, par exemple, eh bien, Guizot dit de façon extrêmement nette que tout ça, c'est de la violence et que une conquête est parfaitement réussie à partir du moment où, avec le temps, il y a des forces d'assimilation qui sont mises en œuvre. Et cette force d'assimilation, c'est tout un travail de l'État. Ce n'est pas un consentement qui se fait comme ça, simplement à force de temps. Et l'assimilation, finalement, de ces provinces conquises, c'est en quelque sorte l'aboutissement de la guerre. C'est la guerre prolongée par d'autres moyens, et d'autres auteurs que moi ont dit tout cela. Alors là, je vous reprends un petit peu ce que j'ai expliqué dans mon cours au Collège de France, et je trouve qu'il y a une analogie très intéressante à faire entre la conquête des provinces, la conquête des colonies et l'assimilation des immigrés. Parce qu'en fait, dans les trois domaines, absolument dans les trois domaines, on a utilisé le même vocabulaire de l'intégration, de l'assimilation. Vous lisez par exemple toute littérature sur l'Alsace en 1915, on est très embêté parce que voilà un pays qui a été francisé mais jamais assimilé. Il ne parlait pas français. Or, c'est à l'époque où on disait que pour être assimilé, il fallait d'abord partager la même langue. On a eu vraiment des exceptions importantes à toute cette. Donc, c'est après coup, que nous justifions en quelque sorte les limites de notre identité en utilisant la frontière. Mais je pense que, contrairement à ce que disait Renan, vous savez, le problème, je vais terminer là-dessus, la conférence de Renan, elle est très contradictoire. Maurice Aguillon, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, avait souligné cette contradiction. D'un côté, une nation, c'est le souvenir des épreuves communes, mais de l'autre, il y a la nécessité de l'oubli. Il faut surtout oublier les choses les plus fâcheuses. Et il citait la conquête du Midi, la guerre des Albigeois, etc., qui, selon lui, devait rester simplement une préoccupation d'érudit, mais ne pas être inculquée à la population française. Je pense qu'il faut désormais avoir un regard lucide sur tout ça et se dire que les frontières sont des cristallisations tardives, des rapports de force qui ont été légitimés par des actions qui souvent ont été très violentes, avec un mélange très bizarre de force et de droit. Le règne de Louis XIV est tout à fait typique de ça. La Révolution française a cru qu'elle pouvait étendre ses frontières naturelles jusqu'à la rive gauche du Rhin. On est allé jusqu'à Amsterdam, il ne faut pas jusqu'à l'Escaut. Donc, il y a un mythe républicain des frontières, et je pense que pour surmonter ce mythe, eh bien, je suis désolé, je suis un peu ringard, mais c'est quand même l'Europe qui nous permet d'aller plus loin. Merci beaucoup, c'est passionnant tout ce que vous nous racontez parce qu'effectivement, on a l'impression que les frontières sont des murailles qui auraient été construites comme la muraille de Chine euh, il y a fort longtemps et qu'elles sont inamovibles. Or, on sait très bien que non seulement on les traverse, que ce soit des montagnes ou des fleuves, et vous avez très bien rappelé cela au début de votre intervention. Et en vous écoutant, je me disais que finalement, on dresse les frontières pour protéger ce qu'on a annexé et conquis. Et c'est une façon bien particulière de voir la notion de frontière. Mais c'est vrai que d'un côté, on nous les présente comme, et on le voit à travers Schengen, et chaque fois qu'on dénonce Schengen, on nous le présente comme une protection de notre identité. Hein. Protéger nos frontières, c'est protéger notre identité, une notion de sécurité, et ça aussi, vous l'avez rappelé.
Pourtant, on voit que, et justement, à travers les crises qu'on a pu traverser, et que ce soit les guerres, mais récemment, justement, les grandes migrations, bien la vision est un peu différente. Et c'est pour ça que Catherine Vitol de Vanden, est-ce que vous pourriez justement, vous qui êtes une grande spécialiste des migrations, nous expliquer pourquoi finalement, à partir de cette frontière sécurité, protection de l'identité, que ce soit au niveau français ou européen d'ailleurs, eh bien, on voit une si grande différence entre l'accueil des boat people dans les années 80 et celle des Syriens à partir de 2015, par exemple. Catherine, vous êtes là? Catherine, je crois. Catherine, il faut mettre votre micro. Il faut activer votre micro, Catherine, en bas à gauche. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on l'a perdu car la vidéo ne marche pas. Ah, bah non, Elle est là. Catherine, votre micro en bas à gauche, il faut l'activer. Ou en haut, ça dépend. Non, c'est en bas à gauche normalement. Vous voyez? Voilà. Ah, ça y est. Bonjour Voilà. Catherine. Vous avez Voilà, vous m'entendez? Oui, très très bien. Vous avez entendu ma question? Oui, oui, tout à fait. Alors, la frontière pour le réfugié, puisque c'est la journée mondiale des réfugiés, la frontière, c'est quelque chose qui sauve dans leur esprit. C'est pas quelque chose qui ferme, au contraire, ils pensent qu'en traversant la frontière, ils vont cesser de subir les persécutions dont ils ont été l'objet chez eux ou même au cours de leur traversée. Pendant très longtemps, la frontière, c'était pas tellement le fait de traverser physiquement la frontière, ça a été l'accueil, ça a été l'hospitalité. Ceux qui accueillaient, ça pouvait être les églises, ça pouvait être toute une série de structures publiques ou privées ou collectives qui accueillaient les personnes, mais ce n'était pas nécessairement le tracé de la frontière qui, comme l'a dit François Héran, est quelque chose qui a été extrêmement évolutif, qui faisait sens. Donc c'était l'accueil et l'hospitalité. Par ailleurs, il y a des tas de gens qui ont vécu ce que disait Stéphane Zweig, par exemple, quand j'ai fait l'expo Frontières au musée de l'immigration, je recitais sa phrase qui était dans Un monde d'hier. J'ai vécu, disait-il, jusqu'à la guerre de 14, dans un monde où, pour moi, tout au moins, ou pour les gens comme moi, les frontières n'existaient pas. J'avais l'impression que le monde m'était ouvert et que je pouvais traverser librement les frontières. Elles se sont progressivement fermées. Elles se sont fermées notamment avec les guerres, mais aussi avec les politiques d'immigration. Et aujourd'hui, en Europe, j'étais dans un autre Zoom précédemment, l'essentiel de la politique européenne d'immigration et d'asile, c'est ce qu'on appelle la sécurisation des frontières. Il y a une sorte de crispation autour de la frontière, notamment aujourd'hui à propos des migrants et des réfugiés qui en font d'ailleurs partie. Et l'idée, c'est qu'il faut faire la guerre aux frontières, on va faire la guerre aux migrations, et donc pour les non-européens, la frontière est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des gens qui payent des milliers d'euros ou de dollars pour traverser les frontières. Et donc, je crois que ça, c'est un changement très important qui s'est produit en un siècle autour de cette fameuse notion de frontière qui aujourd'hui est considérée à tort comme quelque chose d'indépassable et qu'il faut absolument préserver, contrôler, surveiller, y compris de façon très coûteuse et militarisée. Oui, et on reviendra dessus parce que c'est vrai que la question qui, pour moi, m'interpelle derrière, c'est que si on externalise la frontière, et on l'a vu notamment avec Frontex, le contrôle de cette frontière, et même si on intègre l'Union européenne, on ne fait que décaler la frontière pour retracer une barrière. Et derrière, toute la question qui se pose, c'est comment finalement peut-on offrir des voies d'accès sécurisées aux réfugiés pour pas qu'ils ne meurent en mer ou ailleurs, alors qu'ils ont besoin justement d'un asile et d'un refuge, parce que c'est ça la question pour nous. Absolument, absolument. Et en fait, il y a toute une politique européenne qui consiste à ce qu'on appelle externaliser les frontières, c'est-à-dire
faire des frontières à distance avec des pays qui sont aux portes de l'Europe ou même parfois plus lointains, avec lesquels l'Europe conclut des accords. Vous acceptez les réadmissions, on va vous faire du développement et on va également renforcer chez vous le contrôle aux frontières et idéalement faire le tri entre les réfugiés et les migrants, ceux qu'on peut accepter et ceux qu'on doit laisser sur place dans votre propre pays. Il y a toute une tentation de déplacer la frontière, y compris physiquement, mais aussi du point de vue des papiers, à l'extérieur de l'Europe. Très bien. Et en vous écoutant et en écoutant François Héran, avec cette notion de frontière qui est finalement assez mobile, hein, François Héran nous expliquait comment au cours du temps, elle a varié pour annexer des territoires. Là, c'est comment on l'a fait bouger d'une certaine façon, même si cela peut sembler assez virtuel, vers d'autres territoires pour faire barrière à ceux qui voudraient venir en Europe et en France. Et là, j'en appellerai à Alain Régnier. Alain, en fait, quand on parle d'État aujourd'hui, quand on parle d'État, pas aujourd'hui, mais quand on parle d'État, on parle d'un peuple, un territoire, un gouvernement. Est-ce que cette notion tient toujours quand on voit justement comment peuvent fluctuer les frontières et où en sommes-nous aujourd'hui? Bien, bonjour Geneviève. Je voudrais tout d'abord remercier les chercheurs qui sont présents cet après-midi et avec lesquels la délégation travaille depuis 2 ans et demi maintenant. Et j'ai souhaité mettre cet objet qui est la frontière au débat parce que je pense que c'est une des choses qui ressort, notamment de la crise du Covid. 80% des Européens, et c'est le point le plus élevé dans les sondages, demandaient la fermeture des frontières comme étant la première chose à faire pour les gouvernements. Je voudrais m'exprimer non pas en tant que chercheur, mais en tant que praticien et citoyen. Et il me semble que tout d'abord, la sensibilité de cette question, l'ouverture ou la fermeture d'une frontière, quel que soit l'endroit où elle se trouve, dépend quand même de l'état des citoyens, des habitants, de ceux qui sont à l'intérieur d'un pays ou d'un territoire et de leur niveau de cohésion. De mon point de vue, et on l'a vu ces dernières décennies avec des fractures qui sont de plus en plus nettes dans les pays développés, après les tentatives d'après-guerre de construction d'un État-providence et d'une politique universaliste, la préoccupation d'une partie importante de la population est de ne pas décrocher. Et donc la peur du déclassement, la peur de ne pas avoir de mobilité sociale, est un facteur, de mon point de vue, important dans la perception qu'ont les Français ou les Européens de l'ouverture ou de la fermeture des frontières. Donc, je dirais, plus votre niveau de cohésion sociale est fort, plus vous êtes à l'aise, je dirais, pour prendre une formule un peu triviale dans vos baskets, moins vous avez peur d'avoir arrivé des nouveaux entrants. Dès lors que vous êtes vous-même très fragilisé, vous avez une préoccupation qui peut devenir, si elle est par ailleurs instrumentalisée, obsessionnelle et amener à des discours où on parle de vagues, où le pacte de Marrakech est qualifié de pacte avec le diable, donc où on est dans une émotion extrêmement tripale qui empêche tout débat, tout débat raisonné. Ensuite, de mon expérience de ces dernières 2 années, où j'ai fait plus d'une 50aine de déplacements et où j'ai engagé des politiques contractualisées avec les territoires. De mon point de vue, il y a au XXIe siècle deux choses qui sont en train de bouger dans la construction politique des démocraties développées. La première, c'est un retour de la puissance des villes et notamment des mégapoles. J'en veux pour preuve la création du CAC 40, des mégapoles sur les sujets de transition écologique notamment, mais aussi sur les sujets d'inégalité, sur les sujets de migration. Il est très clair que les mégapoles qui seront plus d'une quarantaine dans les 30 ans qui viennent et qui vont dépasser des dizaines de millions d'habitants, la question de la frontière et de l'étranger ne se pose pas du tout de la même manière que dans la théorie politique classique depuis le XVIIIe siècle. Donc je pense qu'on a un retour
de la puissance des villes, et en particulier des très grandes mégapoles qui sont en capacité aujourd'hui de redevenir des sujets politiques qui demandent et qui demanderont de plus en plus à s'asseoir à la même table que les États. Je pense que ça, ne serait-ce que par exemple le reportage dans le journal Le Monde de cette semaine sur les témoignages des maires d'une dizaine de grandes mégapoles du monde, prouve bien qu'on est devant un mouvement de fond du retour des villes, qui est quand même depuis le début de l'histoire de l'humanité, enfin, et de l'urbain, je dirais, Rome, Athènes, Paris étaient avant tout je veux dire, la capitale, la grande ville est plus puissante que l'État lui-même, dont la théorie est beaucoup plus récente au niveau politique. Donc je dirais, la première chose, c'est un nouveau sujet politique dont les États vont devoir composer avec. Ensuite, deuxième point pour moi extrêmement important de ce début du XXIe siècle, c'est la revendication du pouvoir citoyen. On a atteint les limites de la démocratie représentative, telle que là aussi, dans la même veine que la philosophie politique depuis les Lumières, le citoyen exige aujourd'hui de retrouver un accès direct à la prise de décision. En France, la dernière illustration en est la Convention citoyenne là, qui s'achève ce week-end. Mais partout dans le monde, et notamment dans la jeunesse, on voit que pour bouger les lignes de ce qui apparaît un système archaïque et antique pour cette jeunesse, et par rapport aux enjeux de notre monde d'aujourd'hui, il est important de reprendre la main, de reprendre le pouvoir. Donc, je pense que là aussi, et notamment par rapport au sujet de notre journée, c'est-à-dire la migration, le réfugié, il y a chez les jeunes des représentations très, très, très ouvertes du monde. Et je pense que là aussi, ce sont des facteurs de changement. Donc, pour résumer, moi, ma perception, c'est qu'il est clair que, encore une fois, la fracturation, la fragilité du tissu social génère de plus en plus de tensions, et ce n'est pas fini. Et cette frontière, donc, qui est aujourd'hui, depuis 20 ans, depuis le début de ce 21e siècle, finalement, la construction du droit européen, c'est de plus en plus tourné sur ce qu'on appelle le paquet asile-immigration, c'est tourné de plus en plus vers un objet sécuritaire. Et si on voit, j'étudiais cette semaine avec la Fondation de l'Or la comparaison des positions actuelles des États membres de l'Union européenne sur ce que pourrait être la réforme de ce paquet asile-immigration, les deux seuls objets de consensus des 27 États aujourd'hui, c'est la sécurisation des frontières et la reconduite des personnes déboutées du droit d'asile ou en situation irrégulière. Ce sont les deux seuls objets sur lesquels il y a consensus. Pour le reste, il n'y a aucun consensus. Et il y a une fracturation évidente, on y reviendra sans doute après moi, sur des questions identitaires, mais fondamentalement, je pense qu'on est dans une situation d'impasse. Et il se trouve que François Héran est comme moi originaire de l'Est de la France. La question de la frontière est quelque chose qui a bercé mon enfance. Mon arrière-grand-oncle était éditeur de cartes postales et j'ai retrouvé dans des greniers toutes les éditions qui s'appelaient À la frontière, où on représentait une Alsacienne, une Lorraine et où on avait tout ce roman de revenir que l'Alsace redevienne française. Donc, ça porte beaucoup en moi parce que c'est encore une fois beaucoup de souvenirs. Donc, je pense encore une fois que nous sommes à l'aube de profondes transformations, à la fois de ce qui est les théories de l'État en termes de philosophie politique, du retour des villes et de la demande et de l'exigence, y compris par des formes violentes, du pouvoir des citoyens qui ne sont plus satisfaits des formes de démocratie représentative
et qui exigeront de plus en plus des décisions qui correspondent le mieux, de leur point de vue, à leurs intérêts. Voilà, Geneviève. Ben, merci Alain. Avec ça, nous avons matière à réflexion. Et justement, par rapport à vos trois interventions, évidemment, tout de suite, la question qui se pose pour moi à Christophe Bertossi, c'est on a vu que quand on écoute les discours actuels, on nous parle de l'identité qui s'est construite sur un sol, qu'il soit français ou qu'il soit européen. Et c'est au nom de cette identité, au nom de cette citoyenneté. D'ailleurs, dans 10 jours, il va y avoir les élections municipales. Alain parlait des mégapoles. Et les non-communautaires n'ont pas le droit de vote alors qu'ils sont partie intégrante de cette cité. Donc, comment en fait, finalement, on arrive à construire une notion d'identité, de citoyenneté dans des frontières aussi mobiles et le tout qui ne servent finalement qu'à, comme les frontières, on les construit presque comme des barrières pour rejeter l'autre. Je sais, quel est votre point de vue puisque c'est vraiment un sujet sur lequel vous travaillez? Oui, merci. Je vais essayer d'articuler une réponse à votre question avec ce qui vient d'être dit pour essayer de comprendre en fait ce qui caractérise aujourd'hui le moment actuel pour comprendre la façon dont s'articule la frontière et la citoyenneté. Et je pense que tout d'abord, il y a un constat qui s'impose, qui est que si on avait eu notre échange d'aujourd'hui sur la notion de frontière il y a 20 ans, on aurait mis l'accent sur des choses dont on n'a pas du tout parlé. On aurait mis l'accent sur le lien entre la notion de frontière et des pratiques et des théories de la citoyenneté qui font du migrant ou du réfugié, si vous voulez, le nouveau prototype du citoyen. On aurait parlé d'un modèle d'appartenance dégagé du principe national, dégagé de la logique de l'État-nation, dégagé de son lien avec la nationalité, etc. Et c'était dans les années 90 un débat très important sur la citoyenneté qu'on appelait transnationale, la citoyenneté post-nationale, la citoyenneté cosmopolite, qui était fondée sur les droits humains plus que sur les appartenances nationales. Et alors, et c'est, je crois, un élément fort de réponse à votre discussion, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé parce que 20 ans plus tard, le scénario ne s'est pas vérifié, bien au contraire. L'intégration européenne, on vient de le dire, est en panne sur la question migratoire. La notion de citoyenneté, elle semble faire l'objet d'un repli. Il y a donc une forme d'échec, c'est peut-être notre échec collectif depuis 20 ans. On pensait que plus de migration dans le monde libérerait ce monde des préjugés anti-immigrés et aurait pour résultat des conceptions beaucoup plus libérales, si vous voulez, du vivre ensemble et de l'inclusion. Et ce qui s'est passé en fait, on a eu plus de migration, mais le résultat est allé à l'opposé de ce scénario. Alors, il y a trois aspects, à mon avis, qui peuvent éclairer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, si loin du scénario attendu dans les années 90 sur cette articulation entre citoyenneté et frontières. Le premier aspect, d'abord, c'est que on est arrivé dans une situation où il n'y a jamais eu autant peut-être de demandes de frontières dans le discours politique, dans certaines formes d'expression collective, et en même temps où la frontière n'a jamais été autant dépassée par les pratiques, par les contextes dont Alain vient de parler, par exemple. On est donc dans un moment assez contradictoire où les deux réalités liées aux demandes de plus de frontières et aux demandes de moins de frontières renvoient à des mondes qui ne se rencontrent pas. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce serait mon premier point pour décrire la situation. Ça rend la situation actuelle particulièrement contradictoire autour de la notion de frontière, déjà dépassée, mais donnée pour essentielle. Donnée pour essentielle, c'est-à-dire sans histoire, alors que la frontière, c'est d'abord une histoire, c'est une construction. C'est ce que vient de nous rappeler François Héran. Alors tout cela ne serait pas trop gênant si on n'en faisait pas le cœur du débat politique au sein des démocraties occidentales en général et au sein des démocraties européennes en particulier. Or, ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme joue de cette confrontation pour imposer sa propre pertinence, sa propre lecture dans un discours contre l'intégration européenne, contre le multiculturalisme, contre l'immigration, contre l'islam, pour défendre un peuple décrit comme
vraiment non immigré, non cosmopolite, comme un peuple qui serait vaincu par la mondialisation. Et c'est là mon deuxième point. Ce n'est pas simplement le racisme ou la xénophobie qui perdure, bien sûr, en France comme en Europe, mais c'est plutôt une forme de culturalisation des appartenances qui prend place. Ce n'est ni l'ancien racisme fondé sur la race, ni ce qu'on a appelé ensuite le nouveau racisme fondé sur la différence culturelle, mais je crois qu'on voit émerger, on voit à l'œuvre une forme, une nouvelle version de la citoyenneté qui n'est plus simplement uniquement une question de droits et de devoirs, mais qui devient aussi une question culturelle, c'est-à-dire une question de valeurs qui nous opposerait, eux et nous. Et cela est assez nouveau et ça a un impact sur la façon dont on parle des frontières, par exemple, pour reprendre les termes de la présidente de la Commission européenne l'an dernier, qui proposait un commissaire en charge de, et je cite, la protection de notre mode de vie européen. Donc, et on voit du coup que là, on est très en contradiction avec ce qu'on imaginait être le projet européen dans le dépassement des identités nationales et précisément d'une approche culturelle de la citoyenneté. Et j'en arrive maintenant à mon troisième et dernier point. Je pense qu'une conséquence de la structuration du débat de cette manière, c'est que ceux qui, jusqu'à présent, étaient pris pour un acquis de l'ordre démocratique ne l'est plus. Les droits fondamentaux des migrants, le droit fondamental à l'asile, tout cela doit être justifié à nouveau. Et ce n'était pas le cas des populations dont Catherine a parlé plus dans les années 1980 lors de leur accueil. Donc, le résultat, et je pense que c'est ce qui est important, c'est que le respect et la dignité au fond des personnes humaines doit être justifié de nouveau, alors qu'il devrait pourtant aller de soi, puisque c'est un fondement de notre ordre public et de notre vie en commun. Et je crois que la situation n'est pas là. Je crois que la situation, pour le dire plus directement encore, c'est qu'il existe un besoin nouveau de justifier la démocratie libérale. Et ça, c'est vraiment mon troisième point. C'est à partir de là qu'on a des logiques de culturalisation de l'autre. Par exemple, on voit un musulman, on ne voit pas une personne en besoin de protection, ou c'est cela qui rend par défaut suspect de tricherie tout demandeur d'asile. Ce n'est pas comme cela que fonctionnent bien sûr les institutions en charge de l'asile, mais c'est comme cela que le discours public s'est structuré au cours des 2 dernières décennies avec une accélération rapide après l'épisode de 2015. Souvenez-vous un peu de cette image ce qu'on désigne comme les identitaires, mais par exemple ce groupe de jeunes militants de génération identitaire qui a pris position sur la frontière physiquement au Mont-Genèvre, tandis que par ailleurs, vous avez sur le terrain ces bénévoles qui sont engagés dans des associations d'aide et d'accueil des réfugiés et qui, eux, misent sur la primauté d'abord de la dignité et du respect de la personne humaine. Et là, on a vraiment un conflit où la pertinence de la démocratie libérale dans la façon dont elle définit le programme des droits fondamentaux pour entourer les politiques migratoires et les politiques d'asile ne sont plus un acquis, mais en face de cela, il y a un discours qui prend de plus en plus de place autour d'une notion qui me paraît contradictoire dans les termes, qui serait celle de démocratie illibérale. Vous en entendez parler beaucoup dans le contexte européen, notamment en Hongrie, hein, et qui serait une manière de dire, au fond, de faire la critique de la démocratie libérale au nom de ce qu'elle elle produit de naïveté ou d'inefficacité dans le contrôle des frontières. Donc je pense que vraiment ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est la défense de l'acquis de notre ordre public fondé sur les principes d'une démocratie libérale. Voilà. Bah, merci beaucoup. C'est passionnant. Moi, je resterai avec vous 4 pendant des heures. Malheureusement, je n'ai pas cette chance, donc il va falloir. J'ai encore un peu de temps, mais en fait, comme au cours de tout cet événement, on a demandé à chacun de nos intervenants de parler de leurs souhaits. Moi, à vous, vous êtes des universitaires, des chercheurs, et je vous demanderai plutôt quels seraient les conseils. Je vais peut-être prendre la parole, après tout, puisque nous entendons. Moi, je trouve qu'il faudrait quand même tirer des conclusions de la crise du Covid. On a eu 2 grands événements, la crise dite des réfugiés, de l'accueil des réfugiés à partir de 2015, et puis la crise du Covid. Cette crise, elle nous a offert une situation expérimentale dont aucun chercheur n'aurait osé rêver,
qui est qu'est-ce qui se passe quand on ferme les frontières? Eh bien, ce qui se passe quand on ferme les frontières est tout simplement désastreux. C'est-à-dire que non seulement, alors on s'imagine toujours que fermer les frontières, c'est les migrants, mais les migrants, c'est à peu près 1/150e des traversées de frontières, pas plus, hein, puisqu'il y a 90 millions de passages de frontières en France et peut-être 500 000 entrées dans l'année en comptant très large. Donc, le rapport est très faible. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est que quand on fait l'expérience totalement involontaire d'une fermeture des frontières, eh bien, c'est absolument désastreux. Je rappelle que les nuitées d'hôtels, par exemple, c'est pour moitié des nuitées d'étrangers. Donc, des secteurs entiers sont ruinés par la fermeture des frontières. Le musée du Louvre, c'est aux trois quarts une billetterie achetée par les étrangers et sans laquelle le Louvre ne serait pas le premier musée au monde. Et le Louvre, c'est aussi l'identité nationale, mais c'est une identité nationale rayonnante qui a besoin pour rayonner d'aller à l'étranger. Moi, j'avais été très frappé et en même temps, je veux dire, un peu à la fois amusé et agacé par les déclarations de Philippe de Villiers, qui, à quelques jours d'intervalle, dans le Figaro, disait c'est formidable, on a redécouvert les frontières, maintenant la frontière est universelle, elle est partout, et vous voyez, même les gestes barrières. Les gestes barrières sont des gestes frontières. Et il exaltait, il jubilait au fait que nous avions enfin redécouvert la frontière. Mais quelques jours après, il se plaignait que le Puy du Fou soit toujours fermé. Et quand on va sur le site du Puy du Fou, on s'aperçoit que eh bien, le site du Puy du Fou est traduit dans des quantités de langues, y compris le russe, le chinois, l'anglais, etc., que le Puy du Fou se vante d'attirer de plus en plus de visiteurs étrangers et d'être classé premier parc de loisirs au monde par TripAdvisor. Et donc, la Vendée est globalisée, ce qui est formidable, que l'identité vendéenne se globalise, c'est formidable, mais l'idée que l'identité, c'est le repli sur soi, le repli local ou national, ce sont que deux variantes de la même obsession, est complètement contradictoire avec les bienfaits de la globalisation. Et je terminerai en disant que moi, depuis la pièce où je suis à l'instant, j'ai une vue absolument imprenable sur les longues files d'attente devant, d'une part, l'hypermarché Carrefour et d'autre part, les magasins Action. Je peux vous dire que la file dans Carrefour s'est pratiquement éteinte et que les files devant Action ne cessent de s'allonger. Pourquoi? Parce que Action, avec l'appauvrissement des gens pendant la crise du Covid, c'est nettement meilleur marché que Carrefour. Et pourquoi? Parce que c'est des produits mondialisés, globalisés. C'est des choses qui sont fabriquées dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, en Chine, au Pakistan, en Tunisie, au Maroc, que sais-je. Et sans l'accès des milieux populaires à ces produits globalisés, standardisés, qui sont hautement méprisés par les classes supérieures, eh bien, le mode de vie des classes populaires serait beaucoup plus, serait mis en cause. Et donc, je pense que nous manquons aussi d'une éducation populaire qui nous mette, qui nous fasse prendre conscience du fait qu'il y a aussi des aspects positifs de la globalisation. C'est bien joli la souveraineté sur les produits pharmaceutiques, sur certains produits stratégiques, etc. Mais en réalité, la souveraineté a essentiellement pour ennemi la souveraineté des autres. Et on en a eu une illustration absolument extraordinaire, c'est lorsque les touristes ou les Français, enfin, les gens du Nord ont vu leur entrée interdite dans les pays du Sud. Ils ont été traités par certains pays du Sud comme l'équivalent de dangereux migrants. Et le comble, ça a été ces touristes français dans les bateaux de croisière qui n'ont pas eu le droit de débarquer à Marseille, à l'instar des réfugiés de l'an dernier, parce qu'ils étaient traités en étrangers. Je pense que là, la crise du Covid nous a fait prendre conscience d'une façon expérimentale et absolument mais flagrante à quel point la fermeture des frontières est quelque chose de désastreux à tout point de vue. Merci beaucoup et je suis de retour. Vous m'entendez? On vous Voilà. entend. Le pire qui puisse m'arriver, mon microphone ne fonctionnait plus, rien ne fonctionnait. Donc, c'était terrible, je ne pouvais plus échanger avec vous. Donc, je ne sais pas si vous avez de quoi vous avez parlé. Moi, ma question était sur quelle est la recommandation que vous donneriez à nos hommes politiques, hommes et femmes politiques, justement pour que cette utilisation sécuritaire et parfois
comme cela a été dit, assez démagogique de la frontière, eh bien, ne soit pas un frein justement aux échanges, mais au contraire qu'elle permette justement d'aller contre tout ce que nous voyons aujourd'hui, la montée des populismes, des discriminations, et qui interdisent finalement qu'on remplisse notre devoir d'humanité à l'ensemble de la population. Alors peut-être je vais commencer par Catherine, honneur aux dames. Le micro, Catherine. Avec ces deux crises. C'est Voilà, bon, on vous entend, Catherine. Voilà, très bien. Je pense que dans le contexte actuel, il faudrait, notamment à l'échelon français, mais aussi européen, prendre, disons, acte de la redéfinition du pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui est en cours de débat à Bruxelles, pour remettre à plat toute la politique migratoire, pour faire en sorte que ce ne soit pas une politique de peur et de politique de sécurité des frontières, mais qu'il soit une véritable réflexion sur ce qu'a été la fermeture des frontières avec la crise du Covid, les besoins en matière d'immigration, la nécessité de ne pas faire traîner pendant des années à l'extérieur de l'Europe des dossiers de demande de réfugiés qui ont pour impact l'arrivée de ces gens vers les pays européens et essayer d'ouvrir l'Europe plutôt que de la fermer aux étudiants et à tous ceux dont on a besoin ou ceux qu'on doit accueillir pour des raisons de droits de l'homme et d'acceptation des accords que l'on a signés dans ce sens. Donc je pense que ça pourrait être un élément important de l'agenda actuel. Et l'autre, ce serait, ça a été dit aussi par Christophe, ne pas céder à la peur. La politique des frontières, c'est une politique de la peur des populismes, la peur de perdre les élections. Et je pense qu'avec cette politique de la peur, on donne paradoxalement des forces et une légitimité à tous ceux qui disent qu'il faut fermer les frontières. Si on a peur d'avoir une autre politique, ça fragilise d'une certaine façon l'Europe. On a vu qu'elle a été très fragile pendant la crise de 2015, qu'elle a manqué de solidarité, qu'elle a manqué à ses principes essentiels. Et je pense que c'est une mauvaise... On fait fausse route, on a échoué sur ce terrain-là et je pense qu'il faudrait en prendre conscience. Merci beaucoup, Catherine. Donc, je vais demander maintenant son conseil à Christophe Bertossi. Je suis tout à fait ce que Catherine vient de dire. Je rajouterais peut-être l'importance de la question du travail pour penser les migrations et donc les politiques migratoires au sens large du terme. Je crois que le travail est à la fois quelque chose qui donne un sens et une dignité aux personnes. C'est aussi quelque chose qui, je veux dire, sans les marchés du travail, sans les besoins de manœuvre, on n'aurait pas autant de mobilité. Réconcilier migration et travail et politique migratoire avec droit du travail. C'est-à-dire qu'il faut bien sûr lier les deux, mais pas aux dépens des droits du travail et de protection des travailleurs. Je pense que c'est une dimension, le travail, qui est trop peu présente des débats sur les politiques migratoires aujourd'hui, et elle devrait être portée au niveau européen également, en plus de tout ce que Catherine vient de dire. Merci beaucoup. Et maintenant à François Héran, comme ça nous laisserons la parole finale à Alain Régnier. Votre micro, François. Oui, oui. Écoutez, j'ai un peu pris la parole pendant que vous étiez déconnecté, et donc je ne vais pas la prendre trop longtemps. J'avais expliqué que nous avions vécu une expérience complètement inespérée, de savoir qu'est-ce qui se passe quand on ferme les frontières. Qu'est-ce qui se passe lorsque le transport aérien est bloqué, lorsque les navires ne peuvent plus débarquer, lorsque voilà, tout se ferme? Eh bien, la réponse est simple, c'est le désastre. C'est la ruine. Je crois qu'on l'a vu très clairement. J'ai insisté également sur le fait que on s'imagine toujours, dans notre imaginaire, la fermeture des frontières est associée à la fermeture des frontières aux migrants. Et on oublie qu'en réalité, il y a une certaine continuité avec le voyage international. Le passage de frontières, c'est d'abord des voyageurs internationaux pour 60% peut-être du tourisme, mais il y a aussi beaucoup de missions, de visites familiales, de
prospection pour voir si on peut s'installer, etc. Il y a des pèlerinages, enfin, il y a des quantités de choses. Et, le voyage international n'a cessé de progresser. Il a augmenté de 50% en 10 ans. Alors maintenant, il y a une grande idée, c'est qu'il faudrait se restreindre les voyages, restreindre au nom de l'environnement. Je suis toujours et c'est peut-être un conseil que je devrais donner, faisons attention à ce que la préoccupation environnementale, qui est devenue aujourd'hui centrale, ne soit pas plus que la préoccupation sanitaire, un prétexte pour s'en prendre aux migrants. Je crois que de la même façon qu'il serait totalement absurde d'alléguer des arguments sanitaires pour fermer la frontière uniquement aux migrants, puisque les migrants, c'est en réalité même pas un centième des passages de frontières, je crois qu'il serait également dangereux de mélanger les problèmes et d'alléguer les questions d'environnement, comme le font certains mouvements de deep ecology, d'écologie profonde, de dire que, ou comme on l'a vu en Suisse avec l'initiative Ecopop, l'idée que assez de migrants, puisque c'est mauvais pour l'environnement, l'idée qu'il y a plus de voyages, etc. Je pense que là, il faudrait qu'on réfléchisse davantage à tout ça. Et puis, la dernière chose, je pense que, et vous l'avez très bien évoqué, et Christophe l'a très bien évoqué, il faut vraiment, et ça c'est un travail d'éducation, sans cesse rappeler que les droits de l'homme, ce n'est pas une législation extérieure qui nous est imposée comme ça, c'est notre héritage. Ça n'est pas contraire à notre souveraineté de respecter les droits de l'homme, que ça fait partie de la politique migratoire, ça n'est pas quelque chose qui s'exerce de l'extérieur contre les ressources de la politique migratoire, ça fait partie de la politique migratoire de décider si oui ou non on intègre les droits de l'homme dans nos considérations. De fait, maintenant, le plus gros des mouvements migratoires sont quand même liés à l'exercice des droits beaucoup plus qu'aux besoins de l'économie. Donc, je crois mais là, quel est le discours officiel des instances gouvernementales, des autorités en faveur d'un tel plaidoyer? Où voit-on qu'on plaide de façon systématique pour rappeler que les droits de l'homme ne sont pas quelque chose qui nous est étranger, extérieur, imposé par Bruxelles, par New York, je ne sais quoi, mais que c'est en réalité notre propre héritage. Là, il y a tout un travail d'éducation à faire. Oui, et je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend trop souvent que les droits de l'homme sont une entrave à la sécurité. On l'a vu, y compris là avec la mise en place de l'état d'urgence sanitaire. C'est une entrave à la prise de mesures sanitaires. À chaque fois, on nous le présente comme une entrave, alors que justement, les droits humains ont été construits comme une solution et pas un problème, et que c'est quand même le fameux universalisme, les valeurs françaises telles qu'elles ont été dictées en 1789. Et il y a toujours ce paradoxe de on est la patrie des droits de l'homme quand il s'assied, mais quand cela ne nous arrange plus, eh bien, ils sont une entrave. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut faire très, très attention, et c'est un message très important. Alain, toi qui es quand même ici, bon, je sais que tu n'es pas, tu es plutôt en tant que chercheur parce que tu adores ces sujets-là, mais toi aussi, allez, quel serait ton conseil justement au personnel, aux femmes et aux hommes politiques qui prennent toutes ces décisions et qui tiennent tous ces discours? Alors, je partirais de deux choses que j'ai vécues depuis, encore une fois, ma nomination sur ce poste. La première, c'est une rencontre avec une vingtaine de gilets jaunes qui sont venus me barrer la route au début de l'année 2019 et qui sont venus me dire votre venue était publique, on vient vous voir parce qu'on ne comprend pas pourquoi on paye un préfet à s'occuper des étrangers dans notre pays. Nous avons des petits revenus, nous n'arrivons pas à boucler les fins de mois. J'avais en face de moi essentiellement des personnes âgées, peu âgées, mais retraitées, dont une m'expliquait que sa fille avait dû revenir vivre chez elle parce que séparation et qu'elle n'avait pas pu avoir suffisamment de revenus elle-même pour accéder à un logement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai entendu une partie de la France, une partie des Français qui, encore une fois, par rapport au diagnostic que je faisais au début de ma première intervention, c'est le déclassement, la précarité et que l'étranger, à ce moment-là, est perçu comme une menace. D'ailleurs, ils me l'ont dit,
si on accepte trop d'étrangers, ils vont prendre notre travail, ils vont bénéficier d'allocations, de prestations sociales, etc. Donc ça, c'est là, je dirais, et j'ai passé plus d'une demi-heure à échanger, à essayer, je ne les ai pas convaincus, mais en fait, à discuter. Et le deuxième, c'est ces jeunes, ces associations, ces élus que je rencontre dans tous mes déplacements, qui me laissent penser, pour conclure, que c'est ce que j'essaye de faire auprès du gouvernement depuis 2 ans et demi, qu'un contre-discours est possible. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une partie peut-être minoritaire en termes de pourcentage, en termes de sondage, mais je pense qu'il y a un socle important de la société française qui reste convaincu des valeurs, du droit international, de la protection, de l'humanité, de la fraternité. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a fait une reconnaissance de ce principe à valeur constitutionnelle. Et je pense que je n'ai pas réussi à convaincre, mais je continuerai à essayer de convaincre nos dirigeants, nos parlementaires, nos ministres, qu'une prise de risque est possible et de ne pas en rester sur ce glissement que nous constatons tous depuis toutes ces années, qui est un glissement vers la peur, vers le fait que ces politiques que nous conduisons seraient conformes à ce que demande la majorité des Français. Je pense qu'on peut tenter, et je continuerai, tant que je serai à ce poste, de promouvoir au travers de journées comme celle-là et d'événements, de rencontres avec la recherche, à essayer de remettre de la raison. C'est ce que vous faites, les amis chercheurs présents cet après-midi, et à essayer de convaincre nos dirigeants qu'un autre discours est possible, et un discours beaucoup plus respectueux à l'idée que je me fais de notre pays et de la construction européenne. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est possible. Je voulais, si vous voulez bien, si vous me permettez, Excusez-moi, je voudrais… j'ai un problème technique. Oui. Allez-y, mais j'ai 30 Oui, secondes, pas d'accord. plus. Oui, c'est pas long. C'est important tout ce que vient de dire Alain, mais je pense qu'à ce discours de la peur, de la concurrence entre les migrants et les natifs, il faut quand même rappeler que les immigrés sont des producteurs, sont des consommateurs, sont des cotisants, et que toutes les études qui ont été faites montrent qu'ils le sont dans des proportions qui sont assez proches, voilà, moyennant les structures d'âge, etc., qui ne sont pas tout à fait comparables, assez proches de celles du reste du pays. Et tant qu'on entretient, car les politiques entretiennent cette idée que la migration est concurrente des natifs, alors oui, ce genre de discours va fleurir. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse entendre un peu plus souvent la réfutation de ça, et que les autorités aient le courage de dire non, les migrants ne sont pas des concurrents. Il n'y a pas un gâteau de taille fixe dans lequel, chaque fois que les migrants prennent une part, c'est autant de moins, n'est-ce pas, pour les natifs. Ils concourent à accroître le gâteau général, et en tant que producteurs, consommateurs, cotisants, etc. Je crois qu'il est très important de le rappeler, car c'est un peu le cœur du problème que tu as soulevé, Alain. Oui, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on voit d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on revient et on démontre que les arguments qui sont utilisés sont faux, on se déplace vers d'autres arguments. Et de l'argument économique, on est en train de se déplacer de plus en plus vers un argument identitaire. J'ai entendu, je ne le citerai pas par bonté, on va dire, un chroniqueur qui hier sur une chaîne de télévision à une heure de grande écoute disait mais c'est normal qu'on applique des mesures discriminatoires s'ils ne vivent pas comme nous et qu'ils ne s'intègrent pas. Donc on voit bien comment cette notion d'identité est en train de prendre de la place. C'est une discussion que l'on va poursuivre et qu'il faut poursuivre parce que justement il faut qu'on continue à aller contre ces discours qui sont extrêmement dangereux, ces concepts qui sont dangereux. L'identité, la frontière, mais l'humain d'abord. Et aujourd'hui, on est là, c'est la journée mondiale des réfugiés. Et on est aussi pour défendre cette valeur, ces valeurs qui sont françaises, hein, on l'oublie souvent, mais ça fait partie, liberté, fraternité, égalité, et qui devraient se retrouver justement dans l'accueil des réfugiés. Je vous remercie
énormément. Je vous dis à bientôt. En tout cas, je sais que vous allez continuer tous à travailler ensemble et qu'il en sortira de très, très belles choses. Voilà. Alors, je disais qu'on a un petit souci technique. C'est pour nos amis qui nous suivent sur Facebook. Nous allons devoir voilà, interrompre la diffusion parce qu'après 8 heures de diffusion, et oui, ça fait déjà 8 heures que nous sommes ensemble pour célébrer cette journée des réfugiés, et bien, au bout de 8 heures, ça coupe. Donc, on va générer nous-mêmes la coupure. On va donner un nouveau lien. Sur YouTube, il n'y aura pas de coupure, mais on se retrouve dans quelques instants. Et voilà, je vais laisser faire la partie technique. Et encore un immense merci à vous quatre pour ces contributions, ces éclairages qui sont absolument passionnants. Et on oublie qu'effectivement, il n'y a pas que l'économique, mais il y a aussi les sciences sociales, l'histoire, les recherches, la philosophie, tout ce qui fait, qui nous éclaire sur notre passé et qui nous va permettre de peut-être construire enfin un avenir qui soit plus serein. Voilà, merci et très, très bonne Merci à journée. vous. Et on se Merci retrouve Geneviève, très merci. bien. Voilà, Au bonne revoir. journée. Ah, voilà. Et on va se retrouver. Voilà, l'équipe. Vous me dites quand vous coupez? Ah, excusez-moi. Alors, si vous voulez rester, ensuite, nous aurons, je vais le réannoncer, un atelier sportif. Merci beaucoup, Catherine. Je ne vous ai jamais autant vu que pendant ce confinement, finalement, avec les différentes conférences. Et merci, vous êtes toujours disponible, vous êtes superbe. Alors, l'équipe de la DIAR, pour ne pas perdre, est-ce que vous me prévenez quand Facebook est rétabli? C'est bon? Voilà, donc c'est bon. Et donc, nous allons continuer notre programmation. Nous avons pris un petit peu de retard, mais des problèmes techniques, cela arrive et voilà, on va passer outre. Et donc, maintenant, justement, on va se donner un temps. On a vu la culture, on a vu le logement, le travail, l'éducation. Et bien maintenant, on va passer à une autre activité qui est tout à fait aussi importante, à la fois dans le processus d'intégration, de reconstruction, mais au stade où on en est de notre journée, également pour vous qui nous suivez et pour nous, c'est-à-dire un peu de sport. Donc, on va passer avec l'association Kaboulou qui nous a préparé une vidéo préenregistrée qui va nous expliquer qui ils sont et aussi ils vont nous montrer, nous donner un peu d'entraînement sportif. Alors, j'ai un intervenant pour présenter. Non, c'est vous qui présentez. Comment on y va? C'est en direct?